Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une nouvelle lecture, une autre approche des plantes en général dans la nature, les plantes, les arbres et les arbustes, et plutôt un regard lié à nos sens. C'est-à-dire que cette approche est une approche qui demande une participation bien sûr de tous les sens de l'être humain, que ce soit le goût, le toucher, l'odorat, que ce soit la vision avec les couleurs, les formes, parce qu'en fait les plantes, le règne végétal nous permet, si vous voulez, de découvrir ses potentialités, à travers justement ses formes, ses couleurs, ses odeurs, ses saveurs, sa texture. Et cette approche-là n'est pas nouvelle, je dirais, elle est même très ancienne. C'est une approche qui existe depuis plusieurs centaines et milliers d'années. Quand les hommes étaient beaucoup plus proches de la nature qu'aujourd'hui, ils avaient cette possibilité, je dirais, d'expérimenter d'une part, mais également, je dirais, de relationner avec le végétal très différemment d'aujourd'hui. Actuellement, on est beaucoup plus dans une dynamique, je dirais, d'analytique, d'observation, de découper tout en morceaux, alors que le végétal dans sa globalité, en fait, nous permet un autre regard et également de découvrir ses qualités, qu'elles soient médicinales, qu'elles soient alimentaires, ou même, je dirais, son aspect toxique. Et tout cela en le regardant, en le touchant, en le sentant et en le goûtant. Donc je me propose aujourd'hui de faire un petit voyage dans le règne végétal et d'amener, si vous voulez, chacun d'entre nous à découvrir une autre approche des plantes. Pour cela, j'ai axé un petit peu mon travail au départ. Ça fait 22 ans à peu près que je travaille dans la nature, donc sur le terrain, à découvrir les plantes, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde, afin de pouvoir, si vous voulez, décrypter toujours ces plantes dans un objectif bien sûr médicinal. Et je me suis aperçue, en faisant de l'ethnobotanique et de l'ethnomédecine également, que les plantes ont en fait un langage particulier, que les anciens connaissaient, donc toute une symbolique. Alors on connaissait la lecture, je dirais, analogique, ou la lecture des signatures à certaines époques. Je ne vais pas du tout aborder ce sujet-là, il y a des livres là-dessus. L'idée est de mettre ça au goût du jour et de façon beaucoup plus contemporaine et actuelle. Donc d'emmener les gens dans la nature, c'est ce que je fais tous les jours, et de leur faire découvrir, et enfin de découvrir par eux-mêmes ce que la plante a à nous dire. Je me suis bien sûr, je dirais, inspirée de personnes comme Hippocrate, on le verra au cours de ces conférences, de Paracels et de Goethe, Goethe le poète connu, mais qui est également un botaniste et un zoologue. Et Goethe a proposé une image très très vivante des plantes, une image en fait de la racine jusqu'à, si vous voulez, la graine suivante. Il a permis d'observer comment une plante a deux dynamiques, une dynamique de dilatation au cours de sa croissance et une dynamique de contraction. Donc quand on prend une petite plante, qu'on la met en terre, qu'on la fait germer, il y a des petites racines, petites tiges, donc il y a une expansion qui se fait. Et puis ensuite, il y a une contraction au niveau de tout ce qui est, on va dire, bourgeon, foliaire. Et puis la feuille va se dilater. À nouveau, vous allez avoir une contraction dans le bouton floral, puis une dilatation dans la fleur, et ainsi de suite. Et on a cette observation-là très dynamique qui permet justement d'observer une plante avec un autre regard. Est-ce qu'une plante va avoir une dynamique générale de s'ouvrir, de se dilater, ou alors elle aura plutôt une dynamique de concentration, de resserrement? Et ceci n'est pas négligeable. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, à travers cette lecture-là, les qualités d'une plante nous permettent ensuite de faire une corrélation. Et ça, c'est un travail qui a été fait il y a très longtemps, mais également qui a été repris par un Autrichien, Rudolf Steiner, qui lui a proposé donc, à partir de cette lecture de la botanique de Goethe, une relation entre l'homme et la plante. Comment il y avait une relation, donc je vais en parler un petit peu là, et comment est-ce que la plante peut effectivement soigner l'homme. Alors il ne s'agit pas de démontrer quoi que ce soit, il s'agit simplement d'induire le regard à une nouvelle observation et par là même à la découverte de ce que, je dirais, traditionnellement dans un certain nombre de cultures et de peuples qui sont vraiment en contact avec le végétal, que ce soit en Amazonie où moi j'ai été travailler, que ce soit dans différents pays tropicaux ou même en Méditerranée, il existe encore vraiment toute une lecture entre l'homme et la plante, qu'elle soit symbolique et surtout analogique. Alors il ne s'agit pas de dire, voilà, telle plante, sa fleur ressemble à l'estomac, donc c'est une plante pour l'estomac. Ce n'est pas du tout l'objet de ce travail, c'est davantage d'amener chacun à relire les plantes différemment et comment la plante a été puiser ses forces dans le cosmos et où est-ce qu'elle les a mises. Pour être très simple, on va parler de choses que tout le monde connaît dans sa cuisine. Si je vois une carotte, donc qui a une racine orange souterraine. La carotte sauvage, elle est moins orangée, mais elle a quand même une racine colorée. Comment est-ce qu'on peut imaginer, indépendamment de l'aspect chimique des choses,
Je suis scientifique à la base, donc je ne refuse absolument pas, bien au contraire, tout ce qui est d'ordre scientifique. Mais mon objectif donc, dans ce travail est de relier, si vous voulez, le scientifique et, je dirais plus, l'aspect plus intuitif de l'homme. Donc les deux aspects, empirique et scientifique. Donc je revenais à cette carotte dont je vous parlais, qui est orange. Dans la nature, dans le sol, il n'y a pas de lumière. Donc comment se fait-il qu'elle amène de la lumière dans le sol? Comment se fait-il qu'elle a pu, je dirais, où est-ce qu'elle a été puisée cette lumière? En fait, elle a été puisée à l'extérieur, au soleil, puisque les plantes, elles sont reliées au soleil. Et donc, elle a capté cette lumière avec ses feuilles, avec tout son organisme, je dirais, photosynthétique, et elle a amené ces éléments de feu dans la racine. Ça, c'est un aspect des choses. Donc, en fait, la carotte nous montre, si vous voulez, des forces qui vont être des forces qui vont revenir à la terre, à l'appareil souterrain, à un appareil racinaire. Par contre, si je prends une salade, une laitue, elle n'est qu'expression de feuilles. Elle a des racines, bien sûr, elle peut monter en graines, mais je dirais, le but, entre guillemets, d'une salade est de faire des feuilles, ou d'un chou. Ce sont des choses que tout le monde connaît. Mais est-ce qu'on se pose la question, pourquoi toutes les plantes n'ont pas forcément l'équilibre le même entre des racines, des feuilles, des fleurs, des graines et des fruits? Si je prends un potiron ou un potimarron, je suis toujours dans la cuisine parce que ce sont des choses que tout le monde connaît, avant de passer à d'autres plantes plus étonnantes, vous allez avoir donc un fruit démesuré par rapport à la plante. Un potimarron, c'est une liane qui se promène, je dirais, qui est à ras du sol, avec de très grandes feuilles, et qui donc, son objectif, c'est de faire un fruit énorme. Elle a des racines, mais pas très importantes. Elle ne monte pas en tige, et ses feuilles sont des feuilles qui sont très importantes, très grandes. Mais son but, c'est bien de nous fournir un potiron avec des graines. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que si vous voulez, à travers la lecture des plantes, symboliquement également, il y a, je dirais, un axe. La plante a un objectif. Cet objectif, c'est effectivement de nous emmener dans la partie ou les parties fondamentales. C'est pas par hasard qu'elle va être bleue, jaune, rouge ou verte, et c'est pas par hasard non plus qu'elle va être à ras du sol ou qu'elle va chercher à grimper donc sur un tronc d'arbre ou sur un tuteur. C'est pas non plus un hasard si la plante a une puissance, je dirais, florale extraordinaire ou des feuilles somptueuses et pas de racines. Donc chaque plante, à travers sa dynamique, à travers, je dirais, ce pourquoi elle est faite, va permettre en fait de nous montrer qui elle est. Alors si vous voulez bien, on va démarrer avec, je dirais, quelques exemples. J'ai démarré donc par des plantes qui ont une tendance davantage à être, si vous voulez, avoir des forces beaucoup plus de concentration, de contraction, et qui vont nous emmener aussi à une symbolique, à une analogie avec l'être humain. Pour commencer, donc, je vais vous parler de la mandragore. La mandragore est une plante très mythique qui a été donc très utilisée à d'autres époques, qui a donc ses vertus bien sûr, et qui était une plante considérée d'abord avant tout comme hallucinogène et permettant de faire un certain nombre de voyages, on dirait, des délires, des hallucinations, mais également qui était utilisée par Hippocrate pour justement apaiser des douleurs très fortes et même pour des opérations chirurgicales. Donc la mandragore a eu toute une symbolique et je dirais un intérêt au Moyen-Âge et puis également après, pour différentes raisons. Il y a beaucoup d'images concernant comment déterrer une mandragore avec tout ce qui est, je dirais, d'ordre usage de chiens qui mouraient quand ils déterraient la mandragore. Enfin, il y a toute une lecture à ce niveau-là qui est très intéressante, mais sur laquelle je ne vais pas m'étendre. Je préférais davantage vous montrer l'importance de cette plante dans son expression. Or, cette plante, elle est, si vous voulez, à ras du sol, vraiment, comme on dirait une rosette de grandes feuilles, comme vous l'avez là, donc devant vous. Cette plante, en fait, cache ses fleurs, ce sont des fleurs bleues, petites. Tout reste à ras du sol, donc elle ne s'élève pas. Elle ne fait pas de tige. Cette tige, c'est un collet, ce qu'on appelle un collet, donc c'est une tige très basse qui est liée aux racines. Et cette plante, en fin de compte, elle va donc faire des fleurs assez sombres, petites, cachées sous les feuilles, et puis des petits fruits comme des tomates qui sont rouge-orangés. Et tout ceci est assez étonnant. À l'époque où je me suis intéressée à cette plante dans le bassin méditerranéen, donc en particulier dans les Cyclades en Grèce, où il y a des champs entiers, des hectares entiers de cette plante, parce que c'était quand même une plante qui avait un intérêt historique, mythologique, symbolique. J'étais donc sur le terrain et je me suis vraiment posé la question. La première idée que j'ai eue, c'est d'aller creuser, vraiment, réellement. Parce qu'une plante qui est si basse, si proche de la terre, qui ne cherche pas à monter, mais qui ramène tout, les fleurs, les fruits, au niveau et sous ses feuilles, il se passe réellement quelque chose à voir dans le souterrain. Ce qu'on oublie beaucoup aujourd'hui en botanique traditionnelle, le souterrain intéresse peu les botanistes.
Donc c'est bien dommage parce qu'on a vraiment là une clé importante, une clé de lecture avec l'être humain. On va voir comment. Et donc je me suis intéressée à ce qui se passait en souterrain. Et ce qu'on observe, c'est une énorme racine, une racine qui peut descendre jusqu'à 1 à 2 mètres de long, absolument colossale, d'ailleurs très difficile à déterrer. Cette signature-là, c'est une signature, je dirais, de force souterraine. Or, le souterrain est lié, bien sûr, chez l'être humain à tout ce qui est la partie, je dirais, inconsciente, la partie neurosensorielle. Et là, vous avez vraiment un intérêt avec cette plante dans ce domaine-là. C'était une plante qui était utilisée beaucoup au niveau qui était force souterraine, donc tout ce qui était, je dirais, de l'ordre de l'inconscient, de l'ordre de tout un domaine, je dirais, psychique, bien entendu, utilisé également pour calmer le système neurosensoriel, le système nerveux. Donc voilà un exemple, si vous voulez, qui nous montre une plante qui a des grandes forces de racines et qui finalement a laissé tomber, avec des feuilles importantes, on ne peut pas les négliger, mais qui laisse tomber finalement tout son appareil au niveau floral et fruits, pour ramener toutes ses forces dans sa racine. Je me suis fait plaisir aussi en vous montrant tout cela parce que la nature ne laisse rien au hasard. Et quand on a l'image d'une plante, pensons à une rose qui a des délices, des parfums, on n'imagine pas qu'il y a des plantes qui ont vraiment des forces d'expression assez étonnantes dans la nature. Vous avez ici, j'ai envie de le dire, des petites têtes casquées. Vous les voyez que ce soit de profil ou de face, ce sont des fleurs qui ne s'ouvrent jamais plus que cela et qui sont donc des fleurs avec, je dirais, une empreinte très sombre, violacée, étonnante, casquée, hein, on dirait des casques spartiates quand on les voit dans la nature. Bon, je ne peux pas vous montrer tout un diaporama non plus là-dessus. Assez étonnante, et ça c'est une aconite. Une aconite, donc c'est une des plus grandes mortelles qu'on ait en France, en Europe, qui est une plante extraordinaire, qui également a un appareil souterrain assez étonnant, des forces, je dirais, souterraines également. Et cette plante, qui a une toxicité très grande, toujours par ses forces souterraines, hein, c'est une plante, si vous voulez, qui n'est pas ouverte. Elle n'ouvre pas ses fleurs. Ses feuilles sont assez fines, très très découpées, et elle va aller puiser, donc, je dirais, tout ce qui est de l'ordre du feu solaire, qu'elle va ramener dans le souterrain également. Mais savoir que toutes ces plantes-là toxiques amènent à des déliriums, à des phénomènes, si vous voulez, de sclérose de l'appareil neurosensoriel qui provoque vraiment, je dirais, une mort très désagréable. Ceci dit, c'est une plante qui est très intéressante sur un plan médicinal au niveau homéopathique, hein, pour tout ce qui est coup de froid, tout ce qui est également paralysie. Je vous disais tout à l'heure, donc, quand j'ai commencé la conférence, la relation entre l'homme et la plante. Effectivement, dans le travail qui avait été proposé précédemment par des chercheurs comme ceux que j'ai cités, il y a donc une relation entre l'homme et la plante de la façon suivante. La plante, donc, par son domaine racinaire, son domaine, si vous voulez, souterrain, va chercher l'eau et les sels minéraux, donc, dans la nature, dans la terre, afin de se nourrir. Et elle va ramener tout cela au niveau de la plante sous forme de sève brute. Cette sève brute, très simplement, elle est convertie, elle est transformée grâce au soleil, grâce à la photosynthèse, en sève élaborée qui contient des sucres et tout ce qui est nécessaire à la plante pour fleurir, faire des fruits, etc. Et donc on a, donc, si vous voulez, dans ces forces racinaires, dans ce système racinaire, une dynamique très concentrée. Donc de l'extérieur, on pourrait parler de dynamique centripète. De l'extérieur, elle va chercher pour ramener au centre même de la plante. Par contre, au niveau, je dirais, de sa partie beaucoup plus tige et feuilles, là où la plante, là où la sève brute et la sève élaborée circulent, et là où la photosynthèse se fait au niveau des feuilles en particulier, vous avez là un principe d'échange, tout ce qui est circulation de la sève, tout ce qui est échange gazeux, puisque la plante absorbe, entre autres, le gaz carbonique et donc dégage l'oxygène que nous respirons. Ça c'est de jour, hein, il y a des modifications de nuit, mais il faut savoir qu'il y a donc tous ces échanges, disons, gazeux, de circulation, la transpiration, qui se font dans cette partie-là de la plante essentiellement. Je ne dis pas qu'elle ne se fait pas ailleurs, mais c'est vraiment le rôle de la tige et des feuilles de permettre les échanges gazeux et les échanges, je dirais, de la sève dans la plante. Et par contre, au niveau de la fleur, qui va ensuite donner les fruits et les graines, vous avez par contre là tout un domaine, une dynamique de digestion de ces fameux sucres de la sève. Au niveau de la fleur, essentiellement, vous avez donc tout ce qui est digestion de cette sève élaborée. Vous avez également la reproduction qui se fait là, puisque tout ce qui va être pollen, organes de reproduction de la plante se passe au niveau de la fleur. Également, tout ce qui est contact avec le monde des insectes et de la pollinisation. Et puis cette fleur va ensuite donner un fruit et des graines pour la pérennité de l'espèce. Dans cette autre phase, qui est une phase, on va dire, fleur, pour simplifier, fruit
et graines. Vous avez là le don de la plante, donc l'ouverture de la plante au monde des insectes, entre autres, mais également l'ouverture pour redonner, par la reproduction, par la digestion, par la production de nectar, de pollen, etc. Dans cette partie, je dirais, de la plante, on a vraiment des forces beaucoup plus d'ouverture, de dilatation. Et on retrouve à ce moment-là dans la plante un équilibre entre des forces centripètes à la base, qui ramènent tout à la racine, des forces plus centrifuges dans la partie plus florale, et la partie davantage fruits, des forces d'ouverture, de dilatation, et entre les deux, un équilibre en fait, qui se trouve grâce aux échanges de la plante avec la sève et avec la respiration et la photosynthèse. Pourquoi je vous parle de cela? Parce que c'est intéressant de retrouver ensuite une analogie avec l'être humain. L'être humain, donc, au niveau de tout ce qui est du domaine, je dirais, neurosensoriel, donc sa partie tête, est en relation avec les racines de la plante. Pas seulement les racines au niveau, je dirais, dans la forme, parce qu'on va tout de suite penser, le chevelu racinaire peut nous faire penser à nos cheveux, peut-être, oui, mais dans ces processus de concentration que la plante a pour aller chercher la matière pour se nourrir, que nous avons nous également avec nos sens au niveau de la tête, avec tous nos organes des sens qui captent les informations à l'extérieur, qui les ramènent au cerveau et ensuite qui déclenchent un autre processus. La partie la plus minérale de la plante, la plus en contact avec, si vous voulez, le sol, avec les éléments minéraux, avec la roche, ce sont les racines. Chez nous, la partie la plus minérale de l'organisme, la plus dure, c'est notre crâne et ce sont nos dents, qui sont du calcium pur, qui sont vraiment, je dirais, ce qui reste le plus dans l'organisme quand on est mort, hein, la partie la plus dure, c'est le crâne et vraiment cette ossature mandibulaire et les dents. Donc à ce niveau-là, vous avez vraiment une relation intéressante que l'on peut observer entre la plante et l'homme, entre le monde et le pôle racinaire, avec le système nerveux, neurosensoriel de l'être humain. Je ne peux pas tout détailler, mais je donne quelques informations et quelques, je dirais, envie d'aller plus loin. Et puis, au niveau de tout ce qui est l'appareil circulatoire et respiratoire chez l'être humain, que ce soit au niveau des poumons, au niveau du cœur, la circulation du sang, on a une analogie que l'on peut faire à différents niveaux avec la feuille, les feuilles en général de la plante et la tige, là où il y a la sève brute, la sève élaborée. Il y a une relation intéressante, une polarité entre le sang rouge et la sève verte, la chlorophylle verte. Polarité des couleurs, mais pas seulement. Fait très intéressant, la chlorophylle est la même molécule que l'hémoglobine. Exactement la même en chimie, à ceci près que le noyau, le sang, dans le sang, l'hème, donc avec la molécule, enfin je dirais le métal fer, est remplacé dans le végétal par le magnésium. Mais c'est exactement la même molécule chimique. C'est assez extraordinaire de se dire que notre sang humain et la chlorophylle végétale sont quand même relativement proches. À ceci près, le fer et le magnésium. Donc quand on vous dit, écoutez, manger des épinards, il y a du fer, c'est faux. C'est rempli de magnésium. En tout cas, tout ce qui est vert, tout ce qui est les feuilles vertes, les blettes, les épinards, l'amarante, tout ce qui est vraiment de couleur verte est riche en magnésium. Et puis donc la partie fleur de la plante est en relation aussi avec notre organisme métabolique, là où se passe la digestion dans le corps, là où se situe aussi l'appareil de reproduction. Il y a une relation donc entre, je dirais, le système métabolique reproducteur et la fleur et le fruit chez la plante. Fort de cela, qu'allons-nous en faire? Simplement, je dirais, observer les plantes. Une plante, elle n'a pas de problème, elle n'est pas malade. Elle peut nous dire, voilà, moi je vais mettre mes forces dans la racine, ou je vais mettre mes forces dans la fleur. Ou alors, je préfère me dilater dans un environnement comme les tropiques en faisant des feuilles extraordinaires et somptueuses. Auquel cas, c'est ça que je voudrais mettre en avant. Et chaque plante, de par sa qualité, de par sa dynamique, si vous voulez, là où elle veut vraiment exprimer ses forces, elle va nous montrer, avec des formes, avec des couleurs, avec des odeurs, avec des saveurs, là où elle a mis sa puissance, de façon à équilibrer et pouvoir aider l'être humain, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau médicinal ou autre. Alors chez l'homme, effectivement, quand il y a un des deux axes qui est déséquilibré, on ne peut pas faire que du neurosensoriel, nous, comme de la racine, ou on ne peut pas faire uniquement avoir un abdomen énorme. C'est pathologique. Quand il y a un déséquilibre chez l'être humain, il y a un déséquilibre, effectivement, des différentes parties de l'être humain. Si c'est une partie plus en lien avec, je disais, le pôle tête neurosensorielle, on aura davantage des pathologies liées à tout ce qui est sclérosant, durcissant.
comme la plante, comme la racine qui est beaucoup plus minérale, dure, concentrée, et liée à la terre, aux roches, vous comprenez. Bien sûr qu'il y a des racines pleines d'eau, bien sûr qu'il y a des racines qui sont fraîches, molles, et toutes ne sont pas dures. Mais une racine qui est fraîche, molle, pleine d'eau, est une racine qui veut nous exprimer quelque chose, justement. C'est ça qu'on va lire ensemble, un petit peu. Et c'est là où elle veut nous emmener. Sa fraîcheur, son eau peut nous apaiser, ou alors équilibrer, je dirais, un manque d'eau chez quelqu'un, ou un excès. Il y a toute une lecture que l'on fera ensuite dans une conférence suivante, mais déjà, dès à présent, comprendre la dynamique d'une plante, c'est aussi lire avec elle si elle a voulu nous montrer davantage son système floral ou davantage son système tige, feuille ou racine. Et l'être humain, lui, comme je disais, s'il a une tendance excessive sclérosante, prenons quelqu'un qui est sur un ordinateur 8 à 10 heures par jour, il se refroidit, il a des problèmes d'yeux, il peut avoir mal à la tête, il perd toute notion liée à la vie, je dirais, à une vie beaucoup plus de mouvement, bien entendu. Donc il se fige, il se durcit, il se refroidit. Quand on fait des études et qu'on passe des examens, on le sait bien, c'est exactement ce qui se passe. On est dans notre tête. Si on passe notre temps dans notre tête, on finit figé, dur comme une racine, effectivement. Si par contre, en excès, on aborde davantage le pôle de la reproduction ou du métabolisme, on peut penser à des personnes qui auront tendance à être des bons vivants, des pléthoriques, qui auront une tendance beaucoup plus à tout ce qui est dilatation. Cet excès de dilatation peut également aboutir à des pathologies. Mais ce n'est pas le but de la conférence, c'est simplement pour dire que la plante peut rééquilibrer l'homme en fonction de ses manques ou de ses excès, tout simplement. Mais revenons aux plantes quelques instants, si vous le souhaitez. Alors là, j'ai simplement voulu vous présenter donc des plantes qui, elles, vont davantage nous amener dans leur pôle de feuilles. Alors tout le monde connaît les orties que nous verrons ultérieurement. Ceci est de la famille de l'ortie, c'est une petite pariétaire qui est une plante commune en Méditerranée plus particulièrement, qui elle en fin de compte, qu'est-ce qu'elle nous montre? Un excès de tiges, mais surtout beaucoup de feuilles. Des fleurs minuscules, quasiment invisibles sauf à la loupe, des fruits, des graines très petites également, mais par contre, davantage ces feuilles, comme vous voyez, et une tige rouge. Et cette tige rouge est également étonnante. Une tige, normalement, c'est vert. On a parlé de la sève, de la chlorophylle. Donc là encore, il y a une signature particulière de cette tige rouge et de cette abondance luisante, de feuilles luisantes, vertes, très douces, très fraîches au toucher. Donc ça, on ne peut pas l'expérimenter. C'est lisse, brillant et plein d'eau. Tout comme l'ortie que vous connaissez, qui elle est beaucoup plus poilue et piquante, ce sont des plantes qui, elles, veulent montrer davantage leur force de feuilles, leur force dans les échanges en ce qui les concerne. Ce sont bien entendu des plantes qui agissent au niveau des échanges de l'être humain, de la circulation du sang, et je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais c'était pour montrer comment des plantes peuvent tout à fait, entre guillemets, minimiser les forces de fleurs et de graines. Alors certains botanistes diront non, elle fournit beaucoup de graines, certes, mais elle a un pôle souterrain intéressant qui sont des tiges, des rhizomes et non pas des racines. Ces racines sont toutes fines, toutes petites, mais son appareil souterrain est très important. Mais c'est un appareil souterrain tige en tant que rhizome et non pas racine. Donc là encore, quand la plante veut nous montrer également sa spécificité dans le monde souterrain, pensez à l'oignon, pensez à l'ail, revoyez des poireaux. Dans le domaine souterrain, ils font très peu de racines, mais par contre, ils ont exprimé des bulbes les uns, par exemple comme des bulbilles pour les autres, l'ail, l'oignon. Et là, ce ne sont pas des racines. C'est une forme de tige et feuilles souterraines. Donc là encore, on a une dynamique qui nous permet de comprendre, de lire la plante autrement. Une expression également des fleurs et des plantes pour montrer un petit peu comment on va mettre en avant la feuille. C'est davantage comme dans ce petit lierre terrestre, c'est pas du lierre, c'est un lierre terrestre. C'est une plante qui est à ras du sol et qui cache ses fleurs. Donc elle fait des grandes feuilles, elle est très odorante, donc elle est très parfumée donc au niveau de ses feuilles, mais elle est, si vous voulez, elle cache ses fleurs qui sont à l'horizontale et que l'on voit si on soulève délicatement les feuilles. Pourquoi je vous indique cela? Parce que là encore, elle va cacher sa reproduction. Ces fleurs sont fermées également, ce ne sont pas des fleurs ouvertes. Donc elles ramènent tout vers le bas, vers la terre. Ce sont des plantes qui sortent en général au tout début du printemps, très intéressantes quand on prend froid, quand on a des bronchites en fin d'hiver, parce que ce sont des plantes qui ont un abondant feuillage
qui est parfumé et qui permet justement de soulager tout ce qui est bronchite en particulier ou infection respiratoire. Cette force que les plantes ont de mettre leur énergie dans un endroit ou dans un autre, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est là où elles sont le plus médicinales. En l'occurrence, tout à l'heure on a vu cette petite plante qu'on appelle le lierre terrestre, qui est une lamiacée, et qui, elle, a un intérêt, donc je vous en ai parlé. Cette plante montre quelque chose d'intéressant dans sa lecture. Pourquoi des feuilles seraient-elles parfumées? Vous êtes-vous déjà posé la question? En principe, les parfums sont dans la fleur, puisque la fleur va essayer d'attirer les insectes pour se reproduire. L'objectif d'une plante, c'est de se reproduire, d'avoir une certaine pérennité. Il y a la croissance et ensuite il y a la reproduction et la pérennité. Donc une plante qui, si vous voulez, n'a pas développé son potentiel floral par des odeurs, par des couleurs, pour attirer plus particulièrement les insectes, et qui vous montre davantage des feuilles qui peuvent avoir des couleurs particulières ou des odeurs assez attirantes ou pas, elle nous indique en fin de compte qu'elle a puisé ses forces solaires, ses forces de feu, ses forces de lumière, et qu'elle les a conduites au niveau de ses feuilles. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la carotte. La carotte a amené ses forces de feu et de lumière dans la racine. D'autres plantes, comme la mandragore également. Par contre, des plantes plus liées à la feuille, amèneront toutes ces puissances-là, ces forces-là dans la feuille. Voilà un petit exemple. Ceci est une autre plante qui est très très belle, qui était une plante qui était connue des alchimistes, qu'on appelle l'alchemille. L'alchemille, en fait, est une plante qui tapisse les sols de montagne en particulier, à une certaine altitude. Il y a beaucoup de variétés d'alchemille. Donc là, c'est une photo d'une alchemille qui a donc qui peut avoir récupéré la rosée, mais surtout là, c'est un matin, donc la photo a été prise un matin très tôt. Quand la plante transpire, elle exsude de l'eau. Et en fait, les alchimistes faisaient leur préparation, en particulier en spagyrie, avec l'eau qu'ils récupéraient de ces plantes. Ce n'est pas la rosée uniquement, parce qu'on dit toujours que c'était la rosée qui récupérait la rosée dans les plantes, mais c'est surtout de l'exsudation. La plante transpirait de l'eau qui glissait donc à l'intérieur de sa cavité, et cette eau-là était récupérée comme eau, disons, bénéfique pour leur préparation. Donc il y a l'exsudation, mais il peut y avoir aussi la rosée, donc les deux peuvent se mêler. Cette petite plante qui est, je dirais, pratiquement invisible, inexistante, vous marchez dessus, c'est un tapis de feuilles. Les fleurs sont vraiment minuscules, parfois cachées sous les feuilles, et vraiment la racine est, je dirais pas quelconque, mais n'est pas une racine très importante. C'est intéressante, mais elle n'est pas très importante. Et c'est ces feuilles vraiment qui nous amènent à une lecture très intéressante au niveau analogique, au niveau de tout ce qui est plantes des femmes. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Je vais simplement vous montrer également des plantes feuilles typiques comme les fougères, que tout le monde connaît, qui sont en fait des plantes essentiellement feuilles, avec une reproduction particulière, qui font partie, non pas des plantes à fleurs bien entendu, mais d'autres dans le règne végétal, dans je dirais, une classification particulière. Mais c'est intéressant de voir comment ces végétaux-là expriment parfaitement les feuilles et uniquement les feuilles. Alors, j'ai parlé des fougères, mais je voudrais aussi aborder 2 minutes une plante qui ne fait que des tiges, qui est une plante étonnante, qui est une plante qui est la prêle. Il y a différents types de prêles, et les prêles en général, elles sont considérées comme d'une époque très ancienne, ça fait partie des premiers végétaux qui sont apparus sur Terre, donc on appelle ça des plantes archaïques. Et ces plantes-là, en fait, ont un intérêt parce que ce sont vraiment des tubes de lumière, des tubes secs pleins d'air, qui puisent l'eau dans le sol et qui transforment cette eau dans les marais, dans les fossés, en lumière, en air. Donc on a des tubes, comme vous avez vu là, ce sont vraiment, on dirait des petits sapins, celles-ci, mais ce sont vraiment des tiges, uniquement des tiges, des canaux d'air, comme un petit peu des Legos, imbriqués les uns dans les autres. C'est assez étonnant. Et cette plante, j'en parle par rapport à la relation avec l'être humain, c'est une plante qui vraiment nous amène à tout ce qui va être respiration, échange, au niveau également de l'être humain. Donc vous voyez, ces exemples-là, en fait, c'est pour montrer comment l'homme et la plante sont reliés. Alors, dans les époques et dans les traditions de certains peuples encore aujourd'hui, c'est complètement spontané. Ils ont vraiment cette relation directe avec le végétal. Ils parlent au végétal et ils parlent du végétal de façon complètement analogique, de façon symbolique. Et je dirais, cette lecture-là, elle est vraiment d'actualité. Pour des scientifiques, ça prend une autre tournure. Parfois, c'est très imagé.
Mais j'aimerais quand même dire que le cerveau gauche et le cerveau droit de l'homme sont aussi importants. Et dans ce travail que je propose, il y a bien sûr les vérifications au niveau de tout ce qui est scientifique, avec les molécules, mais l'intuition humaine, donc toute la partie, je dirais, intuitive et la partie analogique de l'être humain, est absolument nécessaire pour pouvoir, je dirais, appréhender les plantes d'une autre façon et aller davantage, je dirais que ce soit dans la recherche ou dans un domaine de découverte des plantes, d'aller de l'avant. Hein, parce que les molécules, ce n'est pas suffisant. Il arrive d'analyser certaines plantes, de trouver bien sûr certains produits, et ces produits-là, en quantité suffisante, seraient susceptibles de soigner pour telle ou telle raison. Et en fin de compte, ces principes chimiques, je dirais, qui sont séparés du totem de la plante, de la globalité de la plante, ne fonctionnent pas. Donc ça pose un gros problème parce que finalement on se dit on va plutôt faire de la phytothérapie où on a plus de chances d'avoir les différents principes actifs de la plante de manière à avoir une chance de pouvoir taper en touche et tomber pile sur ce qui nous intéresse. Et on en arrive là aujourd'hui, parce que si vous voulez, c'est quand même assez étonnant de se dire qu'après des années d'analyse chimique et scientifique, pour une plante qui a une certaine quantité de principes actifs, que ce soit des tanins, que ce soit certains sucres, on n'arrive quand même pas à soigner, alors que la plante est réputée, reconnue dans les différentes cultures ou peuples chez lesquels elle a été trouvée, comme plante curative. Or, par analyse, ce n'est pas toujours le cas, mais souvent on arrive à un mur. Pourquoi? Parce que la plante n'est pas considérée dans sa globalité. On ne regarde pas la plante, je dirais, de sa racine à sa graine. On n'appréhende pas ses qualités réelles profondément, mais on en reste à simplement une analyse chimique, je dirais, quantitative et non pas qualitative. Alors que depuis des milliers d'années, les êtres humains, encore récemment, j'ai eu l'occasion de le vérifier, dans certains de mes voyages, les gens ne se trompent pas parce qu'ils observent la plante avec vraiment cette lecture des signatures, cette lecture, je dirais, d'analogie et d'image. Une plante est une image et elle nous envoie dans notre inconscient aussi des images. Et ces images-là, donc, cerveau droit, si elles sont remises en lien avec le cerveau gauche, permettent justement d'appréhender avec justesse ce dont je parlais au départ, la relation entre l'empirique et le scientifique. Des bambous. Pourquoi des bambous? Je me suis attardée là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose d'assez étonnant. Dans les formations que je donne, quand j'amène les gens près des bambous, les gens se mettent droit. Ce qui leur vient, c'est vraiment la verticalité. C'est immédiat. Ils ne vont pas s'asseoir, ils vont se mettre contre le bambou droit et l'observer en levant la tête et en regardant les feuilles qui bougent au vent, à la lumière. Le bambou nous amène à une certaine verticalité qui est réelle. Ce n'est pas une plante qui rampe, ce n'est pas une liane qui cherche à grimper, ce n'est pas non plus un liseron qui se promène par terre, ni encore une fois un potiron ou une courgette. C'est vraiment une graminée, comme le blé, ça fait partie de la famille des blés. Bon, ce n'est pas une plante du tout d'Europe, hein. C'est une plante donc originaire des pays tropicaux. Et le bambou donc nous amène à cette verticalité. C'est vraiment un empilement, un bois qui est creux à l'intérieur et qui a permis pendant des générations et des générations de soigner, si vous voulez, d'aider l'être humain à rétablir cette verticalité. Or aujourd'hui, il existe pas mal de remèdes à base de bambou pour des gens qui ou vieillissent ou qui ont des problèmes au niveau de leur colonne vertébrale et du dos. C'est assez étonnant de se dire comment cette rigidité, cette verticalité peut être justement appliquée et redonnée à quelqu'un qui la perd ou qui a des problèmes. Certaines plantes donc vont nous montrer une dilatation, une ouverture donc par leur beauté, par leur forme, par leur couleur, qui sont dans un processus d'ouverture. Ces fleurs-là, des cystes, des hélianthèmes, qui sont vraiment dans une ouverture maximum de la plante, avec les pétales qui sont donc bien disposés et qui permettent d'observer les étamines et tout l'appareil reproducteur. Dans ce geste d'ouverture que la plante peut faire au tout début, dans ce geste de délicatesse, on a donc le monde des fleurs, un monde floral très riche, un monde d'odeurs, un monde de saveurs également, de nectar, qui attire donc tout ce qui est d'ordre pollinisation, reproduction, de manière à pouvoir être fécondé. Or cette ouverture, cette dilatation nous ramène, comme je vous ai dit, à l'aspect plus métabolique, digestif et ensuite reproduction. Cette petite mauve qui est là, dont on a vu quelques plants tout à l'heure, dans ce geste d'ouverture de coupe, est une plante qui est très douce, pleine de mucilage et qui nous aide justement dans tout ce qui va être processus, je dirais, métabolique, entre autres, mais également apaisement, adoucissante, émolliente,
des bronches, émolliente de l'intestin. Elle va aussi permettre, dans les multiples enquêtes que j'ai pu faire en ethnobotanique, en Méditerranée en particulier, c'est une plante qui était beaucoup utilisée par les éleveurs de chèvres, de moutons, pour tout ce qui était d'ordre mise bas, donc aider à la délivrance du placenta. Donc là, on est vraiment dans une plante qui va exprimer énormément sa fleur en ouverture maximale, que ce soit la forme des pétales en cœur, que ce soit la séparation qui est entre... C'est vraiment l'ouverture maximale que vous pouvez observer d'une plante, puisque même les pétales sont séparés les uns des autres. Donc il y a vraiment ce geste d'ouverture, d'offrande, et un geste qui est aussi libérateur et très doux, que l'on retrouvera dans ses usages également. C'est quelques exemples juste du geste d'ouverture, évidemment du monde des fleurs. Ici, nous avons une onagre. Les plantes, on en connaît beaucoup, qui ont des usages aussi intéressants de par leurs graines. Une plante peut fournir énormément de graines, ça peut être son objectif. Et je dirais, au-delà de sa fleur, produire des graines. Comme dans le cas de l'onagre, qui est assez connu à l'heure actuelle, et qui va nous permettre de produire de l'huile grâce à sa multitude de graines, tout comme la bourrache, qui est une plante également qui a des graines minuscules, qui est aussi productrice d'huile. Et ce sont des plantes qui ont donc une action très intéressante au niveau hormonal et plus particulièrement au niveau féminin, donc au niveau de tout ce qui est cycle menstruel, au niveau de tout ce qui est équilibre et réharmonisant et rééquilibrant hormonal des femmes. Donc à travers, si vous voulez, cette observation de dynamique de plantes, on est amené effectivement à faire un pont entre l'être humain et la plante. Et je dirais, la plante nous invite à aller justement de l'avant dans ce domaine-là. Donc il ne s'agit pas, je dirais, de faire des classifications pour des classifications à nouveau. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit simplement, petit à petit, d'aiguiser son regard et de voir où la plante nous emmène, qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Et au cours de cette conférence, donc liée davantage à une nouvelle lecture, une nouvelle observation du végétal, je souhaitais vraiment faire le pont entre cette plante qui, de par ses racines, démarre dans le monde souterrain, puis petit à petit va sortir, s'élever, de par son travail au niveau de la croissance entre ces phases de dilatation et de contraction, peut nous amener nous aussi à revoir une autre lecture de l'être humain avec des phases justement de sclérose ou des phases de dilatation et pouvoir voir comment la plante peut aider l'être humain à se rééquilibrer, que ce soit sur le plan physique, physiologique, mais aussi psychologique. Et tout à l'heure, je n'ai pas invoqué davantage la relation entre les racines d'une plante et, je dirais, notre appareil neurosensoriel, mais on peut se poser la question. La plante, elle vient de la terre, du sol, on met une graine et ça pousse. D'où vient l'homme? C'est une question qu'on peut se poser. Il ne vient pas du monde souterrain, il ne sort pas de terre, lui. Il vient d'ailleurs. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut se poser la question de voir pourquoi la plante et l'homme sont inversés. Donc les plantes, comme je le disais tout à l'heure, les plantes à fleurs vont donc essayer de ramener leur force dans la fleur, donc d'attirer les insectes. Ça, nous en avons déjà parlé. Mais il y a des plantes qui vont, si vous voulez, exprimer davantage leurs fleurs avec pureté, avec féminité, avec douceur. D'autres seront beaucoup plus voyantes. Si on compare, par exemple, une fleur d'églantine ou d'églantier, qui est la rose sauvage, avec une fleur d'hibiscus, on n'a pas du tout la même expression, ni, je dirais, sur un plan, bien sûr, visuel, de couleur, d'odeur, de forme. Le parfum subtil d'un églantier avec ses pétales en forme de cœur et je dirais la puissance d'un hibiscus beaucoup plus expressif, voire même provocateur, avec son pistil qui sort de façon très voyante de sa corolle, n'ont pas du tout les mêmes expressions. Pas plus que si je vous montre une fleur de coquelicot, qui elle, davantage, sera beaucoup plus lascive, beaucoup plus douce, qui va perdre ses pétales très rapidement. Donc toutes ces qualités, toutes ces expressions des fleurs ont également amené, au cours des siècles, un certain travail, comme les remèdes de Bach que beaucoup de personnes connaissent aujourd'hui, les élixirs floraux, les élixirs de Bach, ou des préparations subtiles également, que l'on pouvait retrouver aussi en spagyrie. Je ne soulignerai pas tellement ce type de travail, simplement ce qui m'intéresse, c'est de permettre de souligner le fait qu'une plante, de par sa qualité d'être, il émane d'elle une essence, une quintessence
qui permet justement de toucher l'être humain, mais non plus uniquement dans sa partie physiologique ou sa partie physique, voire énergétique, mais plus sur des corps subtils tels que le corps des émotions. Et c'est un petit peu le travail qui a été proposé par le docteur Bach avec ses remèdes issus des fleurs. Cette ornithogale blanche, très pure, qui est aussi une plante utilisée dans les fleurs de Bach, mais peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de décrypter avec vous qui est cette personne, entre guillemets, qui est cet être vivant plutôt. C'est une plante qui a un bulbe, un petit oignon, comme vous auriez un petit oignon en terre, juteux, pareil, à queue. Et ce petit oignon, de cet oignon sort une petite tige qui va donc ensuite faire des tiges secondaires et des très belles fleurs comme celle qu'il a, des fleurs d'un blanc pur et des fleurs très ouvertes à 6 pétales. Alors vous allez me dire qu'est-ce qu'on peut lire de cette plante? Cette plante, elle a très peu de racines, mais elle a un appareil souterrain qui est un bulbe, qui est lié à l'eau, et qui est donc une plante qui va donc davantage mettre toutes ses forces dans sa fleur. Cette fleur qui, en fait, est je dirais, le joyau de ses forces. Donc elle nous appelle, par sa fleur, à l'observer, également peut-être à l'utiliser. Pourquoi ne pas utiliser son bulbe? Ça a été le cas, on le mettait donc comme des cornichons dans le vinaigre et les gens le mangeaient. Bon, pourquoi pas. Et comment comprendre que cette plante, en fait, c'est une plante qui est toute petite, et quand elle fleurit, ce n'est qu'un buisson de fleurs. Donc elle a vraiment cette énergie qui lui est propre. Ses forces centrifuges, ses forces dilatantes, peuvent être, si vous voulez, rapprocher des forces sulfures que l'on avait en alchimie. Dans les principes, les 3 grands principes alchimiques, qui sont sal, le mercure et sulfure, sont tout à fait à relier à cette lecture de la plante, lecture des forces centripètes au niveau de la racine, des forces concentrées, condensées, minérales, les forces de la terre, les forces des roches, les forces de tout ce qui est domaine, je dirais, resserrante, des forces resserrantes, des forces qui sont des forces centripètes. Et ça, c'est les forces sales des alchimistes. Par contre, dans ce côté dilaté, ouverture, un côté sulfure des alchimistes, on a tout le domaine des fleurs, que ce soit les parfums, que ce soit les couleurs ou les formes. Cette ouverture, ce don que la plante fait à l'univers, en général, que ce soit pour le règne végétal, animal ou humain, elle le fait avec cette force sulfure alchimique. Et entre les deux, il y a un processus mercure alchimique aussi, le mercure alchimique, qui est le lien entre ces deux pôles, centripète et centrifuge, et l'équilibre se fera entre les deux grâce au mercure. Donc là, ce sont des principes alchimiques qui sont liés à la plante, qu'on peut retrouver chez l'être humain, bien entendu. Et à partir de là, la spagyrie a permis également de fabriquer, comme dans le cas de l'alchimie, un certain nombre, enfin, de purifier certains produits, d'amener la plante à un remède. Je m'explique. Si nous avons donc une plante qui va, si vous voulez, nous inviter à aller vers le monde des racines, le monde souterrain, ce qui veut dire qu'elle a des forces resserrantes, des forces sales, des forces de terre, des forces froides, minéralisantes, resserrantes, qu'il faudra peut-être essayer d'extraire avec des principes sales. C'était tout l'art de la spagyrie. Donc on n'allait pas faire bouillir particulièrement, ou peut-être une racine en fonction de ce qui se passait, si elle avait du feu ou pas dedans, on le verra ultérieurement, mais on pouvait être amené à faire macérer cette racine dans un liquide, dans une huile, dans de l'eau, dans de l'alcool, pendant un certain nombre de temps, pour lui laisser le temps d'extraire, effectivement en fonction de la concentration et de ce qu'on désirait obtenir, ces principes. Par contre, si moi maintenant je me retourne vers le pôle sulfure alchimique, le pôle des fleurs, le pôle des fruits ou des graines, et si je veux accentuer ce processus à travers la fabrication d'un remède, je vais donc amener des processus sulfure, c'est-à-dire des processus de chaleur, de dilatation, dans la préparation d'une fleur, d'un fruit ou d'une graine. Par là même, ça peut être une infusion, une décoction, une carbonisation, une incinération, etc., une torréfaction. C'est des choses qu'on connaît, les graines de café ou les graines de cacao. Parce que ce processus de feu sulfure se trouve au niveau des fleurs, des fruits et des graines. Donc on va l'accentuer pour pousser la plante à donner le maximum de ce qu'elle est dans cette partie-là. Par contre, si on souhaite développer davantage le principe mercure de la plante,
On utilisera des feuilles ou la partie tige-feuille ensemble et on essaiera d'amener ce processus-là à se développer davantage à travers quelque chose d'équilibré. Donc ça sera, à l'époque, les spagyristes, les alchimistes, donc, faisaient ce qu'on appelle des digestions à 37 degrés. Donc ils utilisaient pour avoir une température, non pas un bain-marie parce que ça n'existait pas, mais ça pouvait être un fumier de cheval pour qu'il y avait une température constante par exemple. Et on mettait tout ça dans une fiole au chaud dans le fumier pour que les choses se fassent au rythme, à un rythme équilibré. Donc c'était ni chaleur ni froid, c'était beaucoup plus un principe d'équilibre que l'on retrouve avec le principe Mercure. Donc voilà quelques exemples pour dire qu'une plante, de par sa puissance, si elle est ou plus dynamique sale, centripète, ou davantage dans une dynamique sulfure de chaleur, on pourra l'amener à donner le maximum d'elle-même en fonction de la préparation ou de son usage. Et puis ce qu'on veut donc justement équilibrer chez l'être humain. Voilà un petit peu le lien qu'on peut faire justement entre la plante, l'homme et ces préparations qui sont des préparations encore aujourd'hui dans certains laboratoires utilisées.